Aujourd'hui, quatrième vidéo sur Merleau-Ponty et le langage. Merleau-Ponty, le langage, le vrai fonctionnement du langage d'après lui. Cela dans son ouvrage qui s'appelle Phénoménologie de la perception. Donc comment est-ce que fonctionne le langage d'un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire non pas du point de vue reconstruit de l'intellectualisme, non pas sur le modèle du décodage. C'est ce qu'il va continuer d'expliquer à présent à propos du fonctionnement de l'auditeur et de la saisie du sens. Il y a donc une reprise de la pensée d'autrui à travers la parole, une réflexion en autrui a un pouvoir de pensée d'après autrui qui enrichit nos pensées propres. Il faut bien qu'ici, le sens des mots soit finalement induit par les mots eux-mêmes, ou plus exactement, que leur signification conceptuelle se forme par prélèvement sur une signification gestuelle qui, elle, est immanente à la parole. Donc il y a en fait dans l'acte d'entendre une reprise de la pensée d'autrui à travers la parole. Donc la parole est pénétrée du sens qui a mis autrui. Il y a donc une réflexion en autrui, et ça n'est pas que dans notre esprit, il y a véritablement la mise en contact avec le sens qui existe dans l'ouvrage ou dans le message, un pouvoir de pensée d'après autrui qui enrichit nos pensées. Il y a une transmission réelle dans nos pensées deviennent plus riches, il n'y a pas simplement un décodage avec du préexistant. Il faut bien ici que le sens des mots soit finalement induit par les mots eux-mêmes, donc que le sens soit immanent aux mots, ou plus exactement que leur signification conceptuelle se forme par prélèvement sur une signification gestuelle, la formation gestuelle étant première, qui elle est immanente à la parole. La signification gestuelle est celle qui est réellement immanente, elle est première, et la signification conceptuelle est dérivée. Et comme en pays étranger, je commence à comprendre le sens des mots par leur place dans un contexte d'action et en participant à la vie commune, de même, un texte philosophique encore mal compris me révèle au moins un certain style, soit un style spinoziste, criticiste ou phénoménologique, qui est la première esquisse de son sens. Je commence à comprendre une philosophie en me glissant dans la manière d'exister de cette pensée, en reproduisant le ton, l'accent du philosophe. Donc là, il va faire une comparaison que l'on comprend tous, et comme quand on va dans un pays étranger, on commence à comprendre le sens des mots par leur place dans un contexte extériorisé, en lien avec l'agir, le contexte d'action, et en participant à la vie commune, c'est-à-dire à la vie de la communauté telle qu'elle existe dans une sphère extérieure. De même pour le fonctionnement du langage, en ce qui concerne par exemple un texte philosophique, d'abord je vais mal le comprendre, mais il y a une première compréhension, non pas conceptuelle, mais au minimum une compréhension qui est gestuelle, le geste étant ici le style, que ce soit un style spinoziste, criticiste, on pourrait dire kantien, ou phénoménologique, comme chez Husserl, qui est finalement une première esquisse de son sens, un premier moment où le sens se dépose directement en nous, avant même que l'on puisse l'expliciter conceptuellement. On commence à comprendre un texte de philosophie en se glissant dans sa manière d'exister, c'est-à-dire dans son extériorité, dans son style, c'est-à-dire plus précisément dans son ton et dans son accent. Donc, conclusion sur le langage. Tout langage, en somme, s'enseigne lui-même et importe son sens dans l'esprit de l'auditeur. Une musique ou une peinture qui n'est d'abord pas comprise finit par se créer elle-même son public si vraiment elle dit quelque chose, c'est-à-dire par sécréter elle-même sa signification. Donc le fonctionnement du langage, finalement, c'est de s'enseigner lui-même et de communiquer son sens directement dans l'esprit de l'auditeur. Alors cela peut paraître étrange pour le langage écrit ou oral, mais pour des formes de langage au sens large, c'est-à-dire des expressions, on le comprend aisément, comme dans l'art par exemple, où une musique ou une peinture peuvent être compris et se créer un public si vraiment il est dit quelque chose, c'est-à-dire non pas en termes de mots et de sens conceptuel, mais s'il y a une signification gestuelle qui est sécrétée, et ce qui fait qu'on peut dire qu'on comprend une musique ou qu'on comprend une peinture.
Donc maintenant, qu'en est-il si on passe dans un langage au sens le plus strict? Dans le cas de la prose ou de la poésie, la puissance de la parole est moins visible, parce que nous avons l'illusion de posséder déjà en nous, avec le sens commun des mots, ce qu'il faut pour comprendre n'importe quel texte. Donc si on passe des expressions au sens large comme l'art avec la peinture et la musique à des expressions au sens plus strict, dans le cas de la prose ou même d'un art comme la poésie, la puissance de la parole est moins visible, c'est-à-dire la puissance à créer son propre sens, parce qu'il y a l'illusion de posséder déjà en nous un sens commun des mots, et que ça nous permettrait de comprendre n'importe quel texte. Or, il est vrai que l'on possède un sens commun des mots, alors que finalement, il n'y a pas du tout possibilité de cette illusion avec la peinture, par exemple la palette des couleurs ou le bruit des instruments dans la musique. Donc, qu'en est-il en vérité? Mais à vrai dire, le sens d'un ouvrage littéraire est moins fait par le sens commun des mots, celui qu'on possède déjà, qu'il ne contribue à le modifier. Donc chez l'écrivain, le sens de l'ouvrage n'est pas tellement fait par des mots communs et bien connus, sinon l'ouvrage n'aurait aucune originalité. En fait, son vrai sens, c'est un sens qui permet de modifier le sens original des mots, comme par exemple chez Spinoza, Dieu ou substance prennent un sens nouveau. Encore une fois, ce que nous disons ici ne s'applique qu'à la parole originaire, donc ce n'est pas la parole banale du sens commun, celle par exemple de l'enfant qui prononce son premier mot, celle par exemple également de l'amoureux qui découvre son sentiment, celle du premier homme qui est parlé, ou, pour revenir à l'écrivain, celle de l'écrivain et du philosophe qui réveille l'expérience primordiale en deçà des traditions, donc qui reviennent à la source d'un sens originaire sans se complaire dans des sens déjà fixés. Donc, soit chez celui qui écoute, soit chez celui qui parle, donc soit chez l'auditeur, soit chez le locuteur, il y a une pensée au sein de la parole, immanente à la parole, que l'intellectualisme, sur le mode de la reconstruction, ne comprend pas.